Bonjour chers élèves, aujourd'hui je vais vous parler du développement durable. Le développement durable, c'est le fil conducteur du programme de 5e, donc ça a été celui sur lequel on s'est interrogé tout au long de l'année en 5e à travers plusieurs thématiques. On a étudié la croissance démographique, on a vu la répartition de la richesse et de la pauvreté dans le monde, on a vu comment étaient gérées les ressources en eau et en énergie à l'échelle de la planète et également comment elles étaient gérées pour tout ce qui concernait l'alimentation, en s'interrogeant justement autour du fait qu'il va y avoir dans l'avenir de plus en plus de monde, donc comment est-ce qu'on va faire justement pour réguler la population ou pour pouvoir faire en sorte qu'on vive tous sur la même planète, sachant que d'ici 2100 on risque d'être 11 milliards de personnes et qu'on est déjà 7,5 milliards sur la planète, sachant également qu'il y a une partie de la planète où les gens sont en très forte pauvreté, des pays qui sont développés, des pays qui sont en développement, des pays qui sont pour le moment encore en état de sous-développement, et comment est-ce qu'on va faire avec des ressources qui sont souvent des ressources finies pour pouvoir les consommer en les préservant. Et c'est justement autour de ça que s'interroge la notion de développement durable. Le développement durable, c'est un concept qui a été créé en 1987, il est apparu dans ce qu'on appelle le rapport Brundtland. C'est un rapport qui a été publié et qui a défini justement ce concept lors du sommet de Rio de 1992. Le développement durable, c'est tout simplement pouvoir utiliser nos ressources aujourd'hui, mais les gérer pour pouvoir les préserver afin que les générations futures, donc celles qui viendront après nous, puissent elles aussi en bénéficier. Le développement durable, il repose sur 3 axes, sur l'axe économique, l'axe social et l'axe environnemental. On est obligé de penser ces 3 axes en interdépendance, tout simplement parce que si on en oublie un, on ne peut pas réussir à fonctionner. Si on ne se concentre que sur l'aspect environnemental, en laissant de côté tout l'aspect social et tout l'aspect économique, ça ne pourra pas fonctionner. Donc il faut vraiment qu'il y ait une imbrication de ces 3 éléments. Ce qu'il nous reste à voir maintenant, c'est tout ce qui va concerner le changement global. Ce qu'on appelle changement global, c'est tout ce qui est modification au niveau notamment du climat. Le climat, on constate depuis plusieurs années qu'il y a un réchauffement climatique et il y a de plus en plus de scientifiques qui alertent justement sur ce réchauffement du climat, qui a des conséquences sur nos modes de vie et qui va nous amener à devoir adapter nos sociétés pour faire face justement à ce réchauffement climatique. Donc, on va voir à la fois comment les sociétés s'adaptent, mais également comment nous, citoyens, on peut essayer de s'adapter. Parce que la thématique du développement durable et tout ce qui est changement global, c'est un thème qui est très important pour moi, mais qui devrait être aussi très important pour vous et pour l'ensemble de toute manière de la population, parce que ça concerne notre avenir à toutes et à tous. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le changement global? Il désigne tous les changements qui sont notamment liés aux conditions climatiques. Alors, conditions climatiques, ça n'a pas forcément un rapport avec la météo. Le climat, c'est quelque chose qui va modifier continuellement notre environnement et qui va avoir des conséquences qui peuvent être des conséquences météorologiques, mais pas seulement. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette modification du climat, elle est due notamment aux activités humaines. Alors, on peut prendre plusieurs points de départ. Aujourd'hui, on a tendance à attribuer au début du 19e siècle, à toute la période d'industrialisation, les effets qu'on paye aujourd'hui du changement global. Toujours est-il que nos activités d'aujourd'hui, que ce soit en termes d'émissions de CO2 liées notamment au transport ou aux industries, ça va avoir des conséquences assez importantes, notamment sur la modification de notre climat. Et ça va perturber les écosystèmes de la planète. À l'origine du changement climatique, il y a les effets de serre. Donc par exemple, le CO2. Ces effets de serre, ils sont naturellement présents dans l'atmosphère et ils contribuent notamment à réguler la température de la planète et à faire en sorte qu'elle se maintienne aux alentours de 15 degrés. Sinon, il ferait très très froid. Donc ce sont quand même des régulateurs thermiques. Or, comme je vous le disais, depuis l'industrialisation, les activités humaines, elles ont perturbé justement tout cela parce qu'en fait, les émissions se sont accentuées et se sont surtout accumulées dans l'atmosphère et ont formé une sorte de manteau qui emprisonne justement ces gaz à l'intérieur de l'atmosphère. Et ces gaz retiennent davantage de chaleur et ce sont eux qui vont provoquer le réchauffement de la température de la Terre. Depuis plusieurs années, les scientifiques alertent et nous expliquent que d'ici 2100, si on ne fait rien, on devrait avoir un réchauffement de la planète de l'ordre de 5 degrés. 5 degrés, dit comme ça, vous me direz, c'est pas grand chose. Oui, sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que entre aujourd'hui et la dernière ère glaciaire, c'est-à-dire il y a moins 10 000 ans, la température de la Terre s'est justement réchauffée de 5 degrés. Donc,
En réalité, c'est énorme et surtout c'est une accélération considérable de la température. Le problème, c'est que cette modification de la température entraîne des phénomènes climatiques et des phénomènes météorologiques. Alors, quelles sont justement les conséquences? On va avoir une augmentation des tempêtes, une acidification des océans, la fonte des icebergs et notamment l'augmentation des niveaux de la mer, sachant que les sociétés ne sont pas adaptées pour faire face à l'augmentation de ce niveau des mers et des océans. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'inondations parce que les digues qui avaient été créées ne protègent plus justement lors des tempêtes, tout simplement parce qu'elles sont trop basses, que l'eau a augmenté et que du coup l'eau passe par-dessus. On va avoir également une modification du cycle de l'eau à cause de l'augmentation de la température, ce qui va causer de plus en plus de sécheresse au sud et de plus en plus de phénomènes de pluie au nord. L'apparition également d'insectes dans des zones où on ne les trouvait pas, avec les maladies qui peuvent s'en suivre, comme par exemple le chikungunya ou la dengue, et également la disparition de nombreuses espèces, puisqu'on voit de plus en plus d'espèces disparaître au cours des années. Alors, comment est-ce que les sociétés s'adaptent pour essayer justement de lutter face au changement global? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2015, il y a 195 États qui se sont réunis lors de la COP 21 à Paris, et ils ont signé les accords de Paris, dans lesquels ils se sont engagés à ce que la température terrestre n'augmente pas de plus de 2 degrés. Or, on constate depuis ces dernières années qu'il y a des difficultés à respecter les engagements. Tout simplement déjà parce qu'il y a des pays qui se sont retirés de l'accord de Paris, c'est le cas par exemple de Donald Trump et des États-Unis, qui dès son arrivée au pouvoir a mis de côté les accords de Paris et a décidé de se retirer, alors que c'est quand même les États-Unis l'un des pays qui aujourd'hui est l'un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre. Donc ce qui est compliqué avec la lutte contre le changement global, c'est que c'est normalement quelque chose qui demande une action globale justement, puisque le réchauffement de la planète ne touche pas uniquement un seul pays. Et c'est là où on fait face à la limite d'un système étatique où on a chacun des gouvernements, alors que finalement il faudrait une action concertée et une action climatique mondiale. On a également des gens qui tout simplement refusent de croire au changement global. Ce sont ceux qu'on appelle des climato-sceptiques qui voient dans le changement climatique soit une opportunité, soit un espèce de grand complot qui explique qu'en réalité il n'y a pas de réchauffement de la planète et qu'il n'y a pas du tout à s'inquiéter. Si on prend le cas de la France, on avait un ministre en 2017, suite à l'élection d'Emmanuel Macron, qui s'appelle Nicolas Hulot, qui est un écologiste engagé depuis plusieurs années, qui avait notamment présenté Ushuaïa Nature, et qui s'est rendu compte lors de ses tournages finalement de l'évolution de la planète et de ces paysages qui étaient magnifiques à un moment donné, qui se sont finalement transformés sous justement l'effet de la modification du climat. Donc il a été au gouvernement pendant une année et fin août 2018, il a finalement annoncé sa démission. Lorsque Nicolas Hulot a annoncé sa démission, très rapidement, en septembre, donc quelques jours plus tard, il y a plusieurs artistes, près de 200 artistes, qui ont signé une tribune dans Le Monde qui s'appelait Le plus grand défi de l'humanité et qui appelait au gouvernement à prendre une action ferme face à la modification du climat. Ça a été suivi assez rapidement par 700 scientifiques qui ont notamment rappelé les problématiques liées au changement climatique. Alors, ces problématiques, elles sont apportées dans un rapport qui s'appelle le rapport du GIEC. Le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui est notamment chargé de mesurer l'évolution climatique, mais également les impacts que ça peut avoir ensuite sur la société, et qu'est-ce qu'on devrait faire pour s'améliorer. Et le GIEC nous explique notamment que si on ne prend pas des mesures fermes, et si on ne prend pas des mesures surtout tout de suite, bientôt on aura dépassé le seuil critique pour pouvoir faire en sorte d'arrêter cette modification. C'est quelque chose qui est vraiment urgent et on constate finalement que les mesures qui sont prises sont assez faibles pour lutter contre le changement global. Alors il y a de plus en plus de jeunes qui se trouvent concernés par cette question de l'évolution du climat et qui veulent justement appeler les politiques à prendre des mesures vraiment fermes. Ces jeunes, ils ont choisi de suivre une militante engagée qui s'appelle Greta Thunberg, qui est suédoise et qui a choisi d'organiser des marches pour le climat à travers le monde. Alors à la base, elle avait choisi de sécher les cours un vendredi et d'aller devant le Parlement suédois avec une pancarte en expliquant qu'il était temps de prendre des mesures urgentes pour lutter contre le changement global, et elle a amorcé comme ça un mouvement. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes du monde entier se rendent compte que le changement global et la lutte contre la modification climatique, c'est quelque chose qui nous concerne tous et ils veulent véritablement que les politiciens du monde entier prennent conscience de cette menace et qu'ils puissent peut-être déclarer un état d'urgence climatique et adopter des mesures vraiment fermes pour lutter contre cette évolution du climat. À notre échelle à tous, à la mienne, à la vôtre,
On peut tous faire quelque chose en tant que citoyen responsable. Donc là, je veux vraiment en fait lier votre chapitre de géographie à un chapitre plutôt d'EMC sur la responsabilité. Il est de notre devoir de citoyen et également de citoyen engagé envers l'environnement de se rendre compte qu'il faut adopter des mesures et que chacun à notre échelle, on est capable de mettre en place des petits gestes qu'on appelle des gestes éco-citoyens. Ces petits gestes éco-citoyens, ils ne vont pas à eux seuls régler la question du changement global, mais ce sont quand même des choses qui peuvent nous permettre à notre échelle de faire quelque chose pour la planète. Donc on va en retrouver de plusieurs types dans plusieurs catégories. Si je prends plutôt la catégorie énergétique, pour nous, simplement, on peut acheter des multiprises, éteindre les appareils en veille, éviter de laisser son chargeur dans la prise pour le débrancher, sinon il continue à émettre de l'énergie. Donc c'est à la fois une perte en termes d'argent, mais également c'est un problème écologique. Au niveau un peu plus global, il va falloir évidemment que les États se tournent vers une transition énergétique, puisqu'aujourd'hui l'énergie c'est majoritairement des énergies fossiles qui sont des énergies non renouvelables, le pétrole, le gaz. Donc il va falloir développer le parc à énergie renouvelable, les éoliennes, l'énergie hydraulique, l'énergie marémotrice par exemple avec l'usage des marées, l'éolien offshore, c'est-à-dire les mers, pour éviter justement qu'il y ait peut-être aussi le bruit des pales des éoliennes qui puissent venir gêner des gens. Ça va être développer comme ça plusieurs types d'énergie, aller vers une évolution également de nos véhicules, ce qui va nous amener également à nous interroger sur notre manière de nous déplacer, utiliser de plus en plus de transports en commun, privilégier le covoiturage, utiliser des déplacements doux lorsque on va faire des petits trajets, utiliser la marche à pied, la trottinette, le vélo. On peut également faire des petits actes au niveau du gaspillage. Gaspillage par exemple en termes d'eau, privilégier plutôt les douches que les bains, éteindre le robinet lorsqu'on se brosse les dents, récupérer l'eau de pluie par exemple, ou l'eau de la vaisselle pour arroser ses plantes. On peut également réduire sa consommation de viande, puisqu'aujourd'hui la viande, et notamment l'élevage, est un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre. On peut se tourner vers des alternatives végétales, on peut essayer de consommer de la nourriture biologique, tout simplement parce que la nourriture qui n'est pas biologique, c'est une nourriture qui est arrosée de pesticides et qui donc potentiellement peut être un poison pour la santé humaine mais également pour les sols. Parce qu'aujourd'hui les sols, ils ont tellement reçu de pesticides et d'engrais chimiques qu'ils n'arrivent plus à se régénérer et qu'ils n'arrivent plus à produire. Et pour produire sur ces sols, on est obligé de remettre des pesticides et des engrais. Donc finalement ces sols sont complètement empoisonnés. Donc il faut évidemment encourager, mais surtout aider les agriculteurs à pouvoir faire cette transition vers une agriculture biologique et il faut faire en sorte que notre production soit de plus en plus locale. Tout simplement, aujourd'hui, on a la majorité de notre consommation alimentaire qui vient d'à peu près partout de la planète. Ça, c'est l'effet de la mondialisation. La mondialisation, c'est le fait qu'aujourd'hui, tout le monde entier est en connexion. Et du coup, il y a des échanges partout dans le monde. Mais ça a aussi des conséquences négatives. Ça veut dire qu'on va par exemple aller acheter des bananes qui sont produites à l'autre bout du monde, alors qu'on pourrait très bien consommer des fruits qui sont plutôt issus de notre territoire, des fruits de saison, plutôt qu'aller acheter des produits qui ont été importés et qui donc ont aussi utilisé des véhicules qui ont émis du CO2. Donc tout ça est véritablement à repenser et il faut s'interroger sur ces modes de consommation et sur son mode de vie. Alors évidemment, tout ça ne se règle pas en un jour. Il ne s'agit pas non plus de blâmer les gens lorsqu'ils vont prendre leur voiture pour aller faire leurs courses, il s'agit juste de réfléchir et d'essayer d'avoir des actes en conscience et de faire finalement de son mieux pour essayer de s'améliorer et pour agir pour l'environnement. On peut également faire attention à la réduction de ses déchets. Aujourd'hui, mettre quelque chose dans la poubelle, c'est un geste qui est presque devenu ordinaire. Or, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on met quelque chose dans la poubelle, ça va aller dans la filière de traitement et on n'a pas 36 façons de faire disparaître un déchet. Soit on va le brûler, donc on va augmenter encore plus la température de la planète, soit on va l'enfuir dans le sol, donc on va polluer les sols. Donc ça aussi c'est à réfléchir, à savoir comment on peut réduire. Et c'est là où le mouvement du zéro déchet, c'est-à-dire partir du principe que le meilleur déchet c'est celui qu'on ne produit pas, est intéressant. Et ce qui nous amène aussi à nous interroger peut-être sur la consommation qu'on pourrait avoir de produits emballés en plastique. Le plastique étant un dérivé quand même du pétrole, donc il faudrait essayer de s'en passer le plus possible dans son quotidien, ce qui peut amener à se tourner vers d'autres types de produits. Donc vous voyez quand même que chacun à son échelle peut réfléchir à des petites actions, des petits gestes éco-citoyens pour essayer justement de s'améliorer et faire en sorte de pouvoir améliorer également l'environnement et faire quelque chose pour lutter contre le changement global. J'espère que cette vidéo t'aura permis de mieux comprendre le cours sur le changement global et également le fil conducteur qu'on a eu tout au long de l'année de 5e, à savoir ce qu'est le développement durable. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.